Bonjour à tous de là où vous nous suivez ou peut-être bonsoir de là où vous êtes. Bienvenue à notre mission Charisme Talk Today. Aujourd'hui, je vais recevoir une femme d'exception. Oui, parce que c'est vraiment le cas de le dire. Comme promis, je vous avais dit qu'en 2021, Charisme Talk Today recevra des femmes qui aujourd'hui vont laisser leur empreinte sur cette terre par rapport à tout ce qu'elles font, des hommes d'impact. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame. Comme je vous l'avais dit également, que l'année 2021, c'est l'année de la grandeur. Voilà, c'est l'année où nous allons recevoir des hommes de grandeur, des femmes de grandeur, des hommes et des femmes de vision réellement, qui se lèvent et qui justement ont des choses à nous apporter. Donc voilà un petit peu. Bonjour à tous encore une fois. Madame Blandine Diafitois, bonjour, je dirais bonsoir peut-être avec l'heure où nous sommes. Bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir à Charisme Talk Today. Pour nous, c'est un privilège. C'est tout un honneur d'avoir une grande dame comme vous sur ce plateau. Et je sais que vous aurez beaucoup à nous apporter encore une fois de plus. Donc, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Je vais vous laisser vous présenter par rapport à cela. Merci, femme de charisme, de me recevoir aujourd'hui. Bonsoir à vous aussi, ou bonjour également à l'heure où les spectateurs vont regarder cette émission. Donc, je m'appelle Blandine Diafitois. Je suis Blandine Diafitois Matondo, parce que c'est un prénom qu'on entend très rarement, le Matondo. Oui. Mais ça fait partie de mon identité. Je suis mère de 5 enfants, oui, et fière de les avoir mis au monde. Je suis également dans le cadre de votre émission une femme, comme vous le dites, de grandeur, mais je ne sais pas, je vous laisserai juger. Donc je suis vice-présidente du RCK, oui, qui se nomme le Résistant Combattant du Congo. Je mets en avant cette casquette tout simplement parce que c'est d'abord la casquette du pays d'où je viens. D'accord. Mais j'ai aussi une double casquette, celui d'être présidente de la souveraineté panafricaine, puisque j'ai beau être congolaise, mais le Congo fait partie de l'Afrique et je suis africaine aussi également. D'accord, ok. Ben justement, comme je disais, c'est un honneur, c'est un privilège. Si je parle aujourd'hui de grandeur, c'est par rapport à tout ce que vous faites, les activités, tout votre combat. Nous aurons tout le long de cette émission à en parler, votre lutte, votre détermination. Je ne parle même pas de motivation, parce que la motivation peut s'arrêter, mais c'est vraiment, vous êtes une femme de détermination. C'est pourquoi Femme de Charisme a choisi, en ce début d'année 2021, de vous introduire dans cette émission. Vous avez dit que j'aimerais un petit peu qu'on aille un petit peu dans les profondeurs, parce que vous êtes fille d'immigrés. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas forcément né ici, vous avez grandi ici, vous êtes arrivé en France très jeune. J'aimerais un petit peu qu'on ouvre cette parenthèse parce que plusieurs jeunes hommes, jeunes femmes quittent le pays pour venir s'installer ici avec les parents. Mais votre détermination est un exemple parce que très souvent, on a tendance, une fois qu'on a quitté le Congo, d'oublier ce Congo. Et pourtant, vous, c'est tout le contraire. Et c'est ça vraiment qui nous impacte aujourd'hui, c'est ça qui nous interpelle. Donc, je vous laisserai aussi également nous expliquer un petit peu vos origines. Voilà. Donc, effectivement, vous faites bien de rebondir sur ce point-là parce que c'est vraiment effectivement quelque chose, un peu le parcours inverse. C'est-à-dire que moi, je suis venue ici très jeune. Mon père qui était déjà ici en France bien avant les années 80. Et je suis venue le rejoindre en 1979 exactement. D'accord. Et j'avais 5 ans. 5 ans. Oui. Wow. Donc je suis venue rejoindre mes parents qui étaient déjà ici en France. Et c'est vrai que pour moi, le fait de venir en France à l'époque, c'était comme si j'étais au parc, j'étais en train de jouer et on m'a arraché cet instant qui était pour moi un instant sacré pour me déplacer, m'amener ailleurs. Donc je n'ai jamais digéré le fait d'avoir quitté le Congo. Ah, donc pour vous, le fait d'avoir quitté le Congo, c'est comme une blessure quelque part. C'est comme une blessure. Vous avez grandi avec ce manque. Avec ce manque, tout à fait. Et c'est ce manque qui aujourd'hui m'a rattrapée. C'est pourquoi aujourd'hui je porte autant de détermination, comme vous dites, autant d'amour à réaliser justement cette lutte pour la libération totale du Congo. D'accord. Justement, vous avez dit que vous êtes vice-présidente du RCK. Alors, dites-nous le RCK, qu'est-ce que le RCK veut dire? RCK, précisément. Alors, le RCK signifie les résistants combattants du Congo. Résistants combattants du Congo, d'où le nom du président.
Oui, qui s'appelle Jean-Martin Sali Bongengue. Jean-Martin Sali Bongengue, d'accord. J'aimerais un petit peu revenir sur votre nom, puisque vous avez mentionné le nom Matondo. Oui. Voilà, ça a une connotation, ça a une importance, ça a une valeur spirituelle ou culturelle ou traditionnelle, je ne sais pas. Voilà, pourquoi Matondo? Pourquoi Matondo? Tout simplement parce que, de mémoire, de ce que j'ai appris moi, oui. De la lutte. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure du côté vous avez parlé du côté spirituel, et je pense que dans ces derniers instants, parce que je suis aussi une réincarnation de Kimpavita, je suis fière et honorée de le dire, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et dans ces derniers mots, Kimpavita, quand elle a été brûlée sur le bûcher, quand les colons à l'époque lui ont demandé si elle avait un dernier mot à dire, et elle a dit merci Matondo. Yes, ok. Donc le fait de porter aujourd'hui ce nom, enfin aujourd'hui à ma naissance, c'est le nom qu'on m'a donné à ma naissance, Blandine Matondo. Matondo qui était le nom de la tante paternelle donc de mon père, la petite sœur de son père, et qu'il aimait énormément, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai été arrachée, je me suis sentie arrachée parce que pendant ces 5 ans, j'ai vécu avec mon grand-père et il m'a tellement choyé, tellement donné de l'amour en remplacement parce que je portais le nom de sa petite sœur. Donc Matondo, c'est très spirituel. Je le revendique plus aujourd'hui parce que c'est vrai que beaucoup me connaissent sous le nom de Blandine Diafutua, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est le nom que je porte officiellement. Mais Matondo a cette consonation, ça vient d'ailleurs du Bas-Congo, Matondo, ça veut dire merci. Donc Kimpavita, quand elle a dit merci à ses colons, c'est parce qu'en fin de compte, en la brûlant au bûcher, on lui a donné tout justement des secondes vies, je dirais ça, parce qu'elle a eu plusieurs réincarnations. Mais le fait justement de revendiquer le nom Matondo, est-ce que cela n'a pas... je sais qu'aujourd'hui nos enfants naissent en France et que souvent nos enfants portent soit des prénoms européens ou d'ailleurs américains. Rare, on entend des Matondo. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms qu'on peut aussi exposer ici. Est-ce que c'est un petit peu qu'on a perdu notre culture ou notre identité également? La perte de l'identité ne s'identifie pas pour moi, à mon sens, par le prénom qu'on porte. D'accord. C'est surtout par le comportement qu'on a et sur les idéaux et les luttes, les combats qu'on mène. Je vais revenir encore à un de mes prénoms, Blandine. D'accord. Consonance française, non catholique. Mais si on remonte à l'origine du prénom Blandine, qui était la Sainte Blandine? Pour moi, à mon sens, la Sainte Blandine était aussi une réincarnation de Kimpavita. Parce que ça a été une femme qui a été aussi brûlée au bûcher. Pourquoi? Parce qu'elle luttait contre l'injustice et elle luttait pour le bien-être social de toutes les couches de la société. Pour les pauvres, pour les femmes, les veuves et pour les orphelins. Donc quelque part, son combat est rattaché à celui de Kimpavita. Donc porter les deux noms, pour moi, ça ne me perd en rien à mes origines. Donc je suis toujours fière de dire que je m'appelle Blandine Matondo Diafutua. D'accord. En tout cas, nous aurons beaucoup de choses à découvrir. C'est très, comment dirais-je, c'est une richesse, tout ce que vous êtes en train de nous partager encore une fois aujourd'hui. Donc là, je reprends un petit peu, vice-présidente du RCK. Pourquoi le RCK? Alors, pourquoi le RCK? Parce que, très belle question. Et puis alors, d'abord, pourquoi le RCK? Mais vous avez dit quelque chose. Au début, c'était les combattants. Moi, je vous ai rencontré, je vous ai connu en tant qu'une combattante, parce qu'on aura à ouvrir ce grand dossier. Mais aujourd'hui, le RCK n'est plus combattant, mais c'est carrément le parti politique. Mais pourquoi le RCK? Pourquoi vous avez choisi de vous engager au RCK? Alors le RCK, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je viens de vous dire, la signification, c'est les résistants combattants du Congo. Nous résistions et nous combattions un régime dictatorial. Mais il y en avait plusieurs des combattants. Il y avait plusieurs combattants, effectivement. Le mouvement est né en 2009, plus concrètement. C'est un mouvement qui a fait justement, comment je peux dire ça, qui a été au besoin de la société à ce moment-là. Les Congolais avaient besoin de retrouver une fratrie en dehors de cette fratrie de communautaire congolaise où on était sur les concerts, sur les enfants qu'on prépare à rester, à mourir ici et nous-mêmes aussi à mourir. On était plutôt sur une ouverture sur la République démocratique du Congo. Et il a fallu effectivement faire des choix
d'une appellation qui nous regroupait tous ensemble, quels que soient les partis d'où on venait, ou les croyances que nous avions, ou les différents groupes, parce qu'il y avait plusieurs groupes à l'époque. Hein. Donc le RCK, quand il est né en 2009, c'était vraiment pour rassembler la totalité de la communauté congolaise. Mais c'est le nom de résistants, parce que nous résistions à une oppression qui était vive du pouvoir de la Kabylie, mais aussi nous étions des combattants, des soldats, parce qu'on a fait des choses ici en Europe et au pays également, où effectivement ça pouvait être effectivement des actions menées par des militaires. Et donc du fait de s'appeler combattant, ça renforçait ce côté armé, ce côté militaire. Pourquoi Congo? Du Congo avec un K, je précise bien. RCK, RCK, tout simplement parce que l'origine du nom Congo, du mot Congo, n'a pas commencé avec le C. Le C nous a été donné après la colonisation. Le K formalise le Congo en tant que puissance, en tant qu'entité à part entière. Je reviens encore sur un point, c'est que dans notre écriture, la consonance K ne se crée qu'avec la lettre K. D'accord. Et non nulle part où vous avez un nom avec la consonance K, vous le verrez écrit avec un C. Alors pourquoi aujourd'hui, nous qui nous revendiquons être de l'authenticité congolaise, nous devions écrire le nom Congo avec un C. Donc d'où cette affirmation de cette authenticité avec le Congo écrit avec un K. Très intéressant, très intéressant. Vous parlez du RCK. Est-ce que le RCK est une réponse comme une prière au cri des Congolais? Exactement. Le RCK. Vous le formulez très bien, effectivement, ça c'est la réponse au cri du peuple congolais. Parce que lorsqu'on voit votre combat, parce que vous êtes une véritable femme de charisme, j'aurais à le rappeler tout à l'heure, lorsqu'on voit votre combat, lorsqu'on voit votre détermination, que ça soit sur le terrain, on a l'impression que vous êtes en train de répondre à un cri. Peut-être à des sans-voix aussi, à des personnes qui, voilà, peut-être aussi qui ont lutté et puis qui n'ont pas vu de sortie à cela. Vous êtes vraiment une mère de nation. Alors, justement, le RCK, c'est une réponse à une prière, à un cri, à une détresse par rapport au peuple congolais? Tout à fait. Donc, comme vous venez de le dire, c'est effectivement une réponse, puisque à cette époque, en 2000, on va dire la révolution congolaise, l'éveil patriotique des Congolais, la prise de conscience du peuple congolais à s'investir davantage pour son pays, a commencé dans les années 2005-2006, où effectivement, je parle de la jeunesse, de la diaspora, âgée de 30 à 50 ans à peu près, puisque nos pères déjà à l'époque parlaient de l'ex-Zaïre, ils ont fait des actions effectivement pour essayer de lutter contre le régime à l'époque de Mobutu, mais la prise de conscience de cette génération congolaise de 30-40 ans a commencé en 2005-2006, quand il y a eu effectivement l'arrestation de Jean-Pierre Mbemba, quand il y a eu les premières élections entre Jean-Pierre Mbemba et Kabila, Hippolyte Kanambe de son vrai nom, et ensuite quand il y a eu cette arrestation, ça a été comme un électrochoc pour le peuple congolais de la diaspora de se dire que non, on avait un fils du pays, et aujourd'hui ce fils de pays a été arrêté, nous devons faire quelque chose. C'est un mouvement qui a démarré mais qui n'a pas vu jour, enfin qui n'a pas percé dans cette volonté, parce qu'il peut-être manque de détermination, peut-être manque d'idéologie, peut-être manque de stratégie, je ne sais pas. D'accord. Mais en 2009, quand il y a eu ce ressourceau qui s'est mis en place, là effectivement on avait une idéologie qui voulait que les Congolais de la diaspora en particulier, mais partout dans le monde également, voulaient agir par eux-mêmes, voulaient être acteurs de la vie au Congo. Parce que nous étions déjà des acteurs économiques par défaut, vu la souffrance qu'il y avait dans notre pays, mais nous voulions être aussi des acteurs politiques et sociaux. Et pour être des acteurs politiques et sociaux, nous devions nous affirmer, nous devions nous imposer et suivre une idéologie. Et l'RCK a été tout à fait dans l'idéologie que moi j'appréhendais, c'est effectivement de ne pas être derrière un parti politique. Parce que nous avions tous, qui n'a pas été derrière l'UDPS, qui n'a pas été un Tshisekidiste, qui n'a pas été derrière le MPR, le parti de Mobutu, qui n'a pas été un Mobutiste. Donc tous ces partis font que, arrivé à un moment, on a vu, on a vu en fin de compte l'inefficacité de ces partis. Et on a voulu créer nos propres partis pour essayer justement d'amener à un vrai changement. Et je pense que nous l'avons réussi, puisque après 10 ans, voire 12 ans maintenant, on a un changement en République démocratique du Congo, et le RCK, sans fausse modestie, nous y avons participé. Je sens que vous êtes attaché au RCK, et justement,
en parlant du RCK, j'aimerais un petit peu revenir sur votre combat. Et surtout qui est Madame Blandine Diafutwa, cette femme de charisme. J'aimerais revenir sur votre personnalité, parce que pour faire tout ce que vous faites là, il faut avoir une personnalité, il faut avoir une conviction, une identité, quelque chose qui vous pousse. Qu'est-ce qui justement qui vous a poussé à vous aligner, à vous ranger dans ce domaine de la politique, on peut le dire ainsi, hein. Vous faites de la politique, vous êtes une femme engagée, pas simplement une figurante, mais on voit une femme qui a des convictions très fortes. Hein. La dernière fois, j'ai vu, je vous ai suivi puisque je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous êtes allé au Congo, en RDC. Et je me suis dit, oh là là, Madame Blandine Diafutwa, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me disais, va-t-elle revenir vivante? Voilà, c'était vraiment la chose qu'on craignait tous. Parce qu'après tout ce que vous avez fait, comment vous avez combattu, mais d'où vient cette force? Pourquoi une jeune fille, une petite fille de 5 ans, qu'on a effectivement arrachée de sa nation, de sa patrie, qu'on est venu emmener ici, en Europe, parce que la pensée de nos parents était que nous emmener ici pour nous donner un avenir. Voilà. Or, le mot diaspora veut dire venir, mais repartir. Mais aujourd'hui, la diaspora reste. Mais vous, ce n'est pas le cas. La plupart des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui grandissent ici, ils font leurs études, ils terminent, ils se trouvent un travail, mais vous, votre désir vous pousse toujours à revenir vers votre Congo avec un cas. Tout à fait. Hein, Femme de charisme aimerait vraiment que vous puissiez nous ouvrir. Qu'est-ce qui vous captive? Qu'est-ce qui me captive? Qu'est-ce qui est en moi? Voilà. Qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qui vous gouverne? En moi, ce qui me gouverne, en fin de compte, c'est quelque chose qui est en dehors de ma réflexion, on va dire, naturelle. Je vais vous donner une image très concrète, une anecdote plutôt. Je me rappelle, j'étais en 5e au collège. Oui. Et ce jour-là, je n'avais pas cours, mais j'avais dit à mes parents que j'avais cours. Donc je suis sortie comme si j'avais cours. Je commençais 1 heure ou 2 heures plus tard. Donc je suis arrivée devant le collège. En face de mon collège, il y avait des escaliers pour remonter un peu dans la cité. Donc j'étais assise sur les marches et au fur et à mesure, des élèves, des amis de mon collège sont venus là et on a commencé à parler. Et donc spontanément, je m'étais mis debout à parler. Chose que je ne savais pas, c'est que mon père passait par dans la rue pour rentrer à la maison. Et il voit d'ailleurs un groupe d'élèves, et puis il me voit, puisque j'étais en hauteur, donc il me voit. Et il s'arrête, il me dit, oh, mais toi tu n'es pas à l'école? Et je dis, non papa, j'ai commencé à bégayer un peu. Tu as séché? Je dis, non papa, on va commencer après, je sais pas encore. Et puis il me dit, mais donc tu te mets debout là devant tout le monde comme une femme politique ou une avocate en train de prêcher. Ah, donc c'était prophétique. C'était déjà, voilà. Oh. Et ce jour-là, mon père avait déjà, il avait lancé, il a ouvert le chemin. Il a ouvert le chemin. Et donc c'est vraiment quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, dans toutes mes années de scolarité, j'ai toujours été déléguée de classe, j'ai toujours défendu, des fois même l'indéfendable, mais j'ai toujours défendu les autres. Le leadership était déjà là. Et le leadership, je pense, était toujours là, mais je ne voyais pas comme un leadership, moi je voyais plus comme quelqu'un qui avait la capacité ou la possibilité d'aider les autres. Ceux qui ne pouvaient pas parler, ceux qui ne pouvaient pas se défendre, ceux qui ne connaissaient pas leurs droits. Et c'est ce qui m'a amené tout au long de ma vie. Ce sont des expériences que j'ai acquises dans plusieurs de mes travaux, de mes emplois, dans plusieurs de mes rencontres dans ma vie. Mais également aussi une autre anecdote par rapport au combat qui m'a repris en 2009. C'est que je pense que j'ai ce don, Dieu m'a donné ce don d'empathie, comme on dit, c'est de ressentir l'émotion de l'autre. Et souvent, c'est souvent l'émotion négative de l'autre, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, la colère, la haine. Et j'ai tendance à ressentir ça. Et un jour, je suivais, avant que je commence à braver les pavés de Paris, je suivais donc à la télé une émission sur les viols en République démocratique du Congo. Oui. Et donc j'étais déjà très estomaquée, j'ai été scandalisée, ça m'a fait très mal. Et par la suite, le lendemain ou dans la nuit, j'ai eu une vision, en fin de compte,
D'ailleurs, on m'a toujours demandé, est-ce que vous n'avez pas été violée? Parce que j'ai cette capacité de ressentir la douleur de ces femmes qui ont été violées. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que je sorte cette douleur-là. Il faut que je crie à leur place. Parce qu'elles n'ont pas la capacité de le faire, parce qu'elles n'ont pas la possibilité, parce qu'au moment de l'acte, l'acte est tellement douloureux et affreux qu'elles n'ont même pas la possibilité ni le courage de crier, parce qu'à ce moment-là, elles ont un fusil sur la tête, parce qu'à ce moment-là, elles ont un bout de bâton sur la tête, parce qu'à ce moment-là, elles ont déjà été assommées, donc elles ne pouvaient pas crier. Et c'est de là qui m'est venue l'envie et la détermination de marcher dans les rues, de crier au plus fort cette douleur qu'avaient ces femmes pendant cet acte horrible. C'est vraiment extraordinaire. Vous avez eu l'occasion de rencontrer le docteur Mukwege? J'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Mukwege quand il est venu ici à Paris. Il a été reçu à la mairie de Paris. Nous avions justement, bien avant son arrivée, fait une marche de 12 jours en 2015, donc du 19 juin jusqu'au 30 juin, que nous avions justement terminé à la mairie de Paris, pour sensibiliser la population française particulièrement, mais du monde, sur le viol utilisé comme arme de guerre, sur la douleur de ces femmes et sur le pourquoi de cette guerre. Puisqu'on en parle très peu, mais le pourquoi de cette guerre, elle est économique, tout simplement. C'est parce qu'en République démocratique du Congo, qui est un pays immense, qui est un pays d'amour, un pays peuplé de tout ce qu'on veut dans la vie. C'est le jardin d'Éden, on dit que Dieu dort au Congo. Dieu dort au Congo, effectivement. Et c'est surtout le jardin d'Éden, et ça je peux le confirmer lors de ma visite à Kamba, c'est ce que j'ai ressenti tout à fait. Donc le Congo est exproprié de ses biens et les dommages collatéraux, si je peux dire ça ainsi, c'est dommage, mais c'est le terme qu'on utilise ici, ce sont les viols. C'est la pauvreté, c'est ces enfants de soldats, c'est ces enfants qui travaillent dans les mines et qui en meurent. C'est ça les dommages collatéraux de la République démocratique du Congo. Et les Français ne le savent pas parce que les médias n'en parlent pas. Donc on a voulu être les porte-voix de cette souffrance-là qui était au Congo, qui est toujours, puisque malheureusement, même si on a eu un changement de régime, mais ce régime n'a pas encore eu le temps ou peut-être la possibilité ou peut-être la motivation profonde de changer les choses. Il faudra peut-être du temps. Il faudra du temps. Je pense que c'est surtout du temps. Quand j'utilise la motivation personnelle, je ne pense pas que le président de la République ne l'ait pas. Je pense qu'il l'a au fond de lui. Maintenant, c'est les moyens, c'est le temps et c'est aussi une prise de conscience de la population en elle-même. Parce que je pense qu'avant qu'un policier ou un soldat vienne me défendre, il faut que je sois en capacité de le faire moi-même. Absolument, absolument. Revenons un petit peu sur le RCK, votre rôle en tant que vice-présidente du RCK, vous allez nous en parler également. Vous êtes présidente de la souveraineté panafricaine. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle, vos activités à vous en tant que la secrétaire du RCK ainsi que la présidente de la souveraineté panafricaine. Alors effectivement, le RCK en termes de mouvement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un mouvement d'activistes, un mouvement de pression, mais on a toujours eu cette cellule politique, c'est en fait cette cellule de stratégie, puisque la politique c'est des stratégies. Et puis elle s'étend dans plusieurs domaines. Donc on avait cette influence déjà sur les stratégies politiques, c'est-à-dire que notre président Jean-Martin Sali-Bonguenge était déjà un des leaders qui menait la troupe, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les résistants combattants du Congo, ça regroupait tout le monde. Il menait un peu toute la troupe des combattants on a pu voir durant toutes ces années. Et on avait déjà des stratégies, même pour faire nos actions musclées, même pour faire par la suite le suivi au niveau administratif, puisque on ne faisait pas que des actions musclées, mais on allait aussi dans la droiture, on allait aussi, parce que moi je suis une femme de droit. Oui, dans votre parcours scolaire. Tout à fait. Je suis à un niveau licence, donc j'ai quand même étudié le droit parce qu'effectivement l'envie de rendre la justice aux autres m'a toujours porté aussi. Et le RCK donc a été mon rôle à l'intérieur de ce parti, c'est effectivement d'être la secrétaire générale. Qui dit secrétaire générale, effectivement tout ce qui est administratif, mais également le côté juridique. Donc toutes les démarches juridiques, judiciaires sont dans mes attributions, mais également aussi c'est de porter cette voix. Je suis aussi porte-parole du mouvement, donc je porte aussi la voix de ce mouvement. Tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que le RCK me tenait à cœur. Oui, effectivement, le RCK me tient à cœur parce que j'ai choisi ce mouvement. Moi, je ne suis pas cofondatrice de ce mouvement. Les cofondateurs sont là, notamment le président et d'autres membres. Moi, je suis venue happée par justement cette idéologie de n'être pas derrière un parti politique, de ne pas être derrière un homme politique, mais d'être là uniquement pour le Congo et pour les Congolais. Donc j'ai été appelée, voilà, j'ai été appelée. C'est vraiment un appel. C'est vraiment un appel, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit au président que spirituellement, je pense que
que nous étions amenés à nous rencontrer parce que lui, il a son charisme, il a cette force et moi aussi, j'ai une force qui fait qu'on peut se compléter et on se complète, je pense, jusqu'à... C'est une rencontre des destinées. C'est une rencontre des destinées. Ah, ça. Voilà. Donc, tu étais au bon carrefour, le président aussi. Et voilà, tout à fait. Alors, revenons à la souveraineté panafricaine. La souveraineté panafricaine, c'est aussi un autre côté du RCK, puisque quand on parle du Congo, on parle aussi du Royaume Congo. Le Royaume Congo ne contenait pas seulement la République démocratique du Congo aujourd'hui en appellation, mais également le Cameroun, l'Angola, le Congo Brazzaville, toute cette partie est qui nous attaque aujourd'hui, Rwanda et compagnie, faisait partie de cet immense royaume, la Zambie, le Mozambique, enfin tout le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, tous ces pays de l'Afrique centrale faisaient partie du Royaume Congo. Et au-delà encore même de ce Royaume Congo, je pense que l'idéologie des rois à l'époque voulait que l'Afrique tout entière soit unie. D'accord. Et si on regarde partout dans chacun des pays, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez au Sénégal, on retrouve nos coutumes qui sont semblables. Tout à fait. Et même dans la consonance de certains dialectes, on retrouve des dialectes qui se ressemblent. Ça veut dire que quelque part, on avait cette unification de l'Afrique déjà bien avant tout cela. Absolument. Donc le RCK, la souveraineté panafricaine, vient du RCK en quelque sorte, puisque c'est un mouvement qui lui est né en 2011, qui a été débuté, cofondé par Jean-Martin Salibou Nguenge, Abel Naki, un autre frère du Cameroun, Loïc, et un autre frère algérien qui était à l'époque aussi dans leur rencontre, dans ce combat, qui se sont rencontrés. Et à 4, ils ont formé cette souveraineté panafricaine. Et le mot qui portait, donc le slogan qui portait donc ce mouvement, c'était « L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté ». Donc c'est ça qui a, depuis toutes ces années, rattaché chacun des pays africains dans lesquels nous avons formé cette souveraineté panafricaine. Je vous rappelle qu'il y a quand même une trentaine de pays dans ce mouvement. Et chacun vague à travailler dans son pays, dans sa communauté ici en diaspora, de façon à ce qu'on puisse tous après se scinder, enfin plutôt se rassembler et former un bataillon de soldats armés d'intelligence, armés de cœur et armés de poigne pour pouvoir justement reconquérir notre souveraineté. Vous savez qu'on n'a jamais eu l'indépendance dans nos pays. C'est vrai. On parle d'une indépendance qui a été donnée. Je salue la lutte de Patrice Emery Lumumba et tous ses compatriotes de lutte qui ont effectivement lutté pour qu'on ait une indépendance. Mais là, cette indépendance que nous voulions n'est pas celle que nous avions eue. Dans beaucoup de pays, surtout francophones, un peu moins anglophones puisque les Anglais ont une autre mentalité, mais la plupart des pays francophones n'ont jamais eu l'indépendance qu'ils devaient avoir ou qu'ils souhaitaient avoir. Donc nous n'avons toujours pas la totalité de notre souveraineté. Avant de passer à d'autres volets sur le volet de femmes de charisme, vous avez parlé tout à l'heure de... Même lorsque vous êtes arrivé, je vous ai vu, vous portiez... on peut le mettre face à la caméra. C'est une revendication, on ne peut pas oublier cela. Quand je vous ai regardé, vous le portiez. Vous pouvez nous parler de ce collier, de cette photo qui est là, particulièrement. Il y a une signification, il y a quelque chose à dire là-dessus. Tout à fait. Donc sur la photo, sur le médaillon que vous voyez ici, donc il y a un homme qui est derrière, en fond, et devant il y a une femme. C'est important de marquer ces choses. Donc les deux personnages que vous voyez ici, tout à l'heure je vous en ai parlé d'une, de Pippa Vita, donc je suis vraiment l'humble servante de sa réincarnation. Et l'homme que vous voyez derrière, c'est Fumu Kimbangu. Parlez-nous de la lutte de Kimbangu. Je vais vous parler de la lutte de Fumu Kimbangu. C'est cette lutte qui nous a aussi rassemblés au sein du RCK. Nous venions de toutes sortes de religions existantes dans le monde. Mais ce qui nous rassemblait, c'était la parole, la prophétie de Fumu Kimbangu qui disait que Banabilaka, les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse, les élus. Alors, les élus par rapport au monde, par rapport à... Alors, je pense qu'on va revenir, je pense qu'il y aura une progression dans l'évolution de ces Banabilaka. Mais d'abord, comme on dit, on commence chez soi et on s'étend. Donc, cette prophétie des Banabilaka, c'est d'abord ceux du Congo.
la prophétie, je veux le dire en lingala, balo bakenda ki libanda bakozonga baonde bakosakola mboka. C'est ça la diaspora. C'est ça la diaspora, tout à fait. Donc quelque part, le fait d'avoir été arraché moi personnellement du Congo, c'était parce que j'avais une mission à accomplir. Je devais prendre quelque chose ici et repartir avec. Alors, et tout justement, maman Blandine, sans vous couper, est-ce que le fait de votre engagement n'est pas en train de guérir un petit peu cette blessure dont vous ne cessez de parler, de ce qu'on vous a arraché, le fait de vous engager, est-ce que ce n'est pas soit une revanche de vous dire que il fallait que je le fasse, ou une guérison totale en faisant tout ce que vous faites? Mais c'est une guérison. Je vais vous donner juste une anecdote. On parle du spirituel, on parle de Kimbangu. Tout à fait. Il y a ce côté lutte politique, mais il y a aussi le côté spirituel de Kimbangu qui est là. Et juste une anecdote par rapport à ça, justement, durant ma 4e grossesse, j'étais normalement, dans mon emploi, j'étais en arrêt maladie depuis le 4e mois. J'avais un problème d'hypertension, enfin un problème de santé, qui faisait que je ne pouvais pas continuer à travailler en étant en grossesse, enceinte. Par contre, à chaque fois que je devais aller dans une marche, j'oubliais même que j'étais enceinte. Waouh! J'avais une force qui me happait dehors, qui me disait « Vas-y, marche ». Je me rappelle qu'on a fait une marche des enfants de Châteauroux jusqu'à Nation à pied. Enceinte? Enceinte de 5 mois. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour marcher. Mais vous êtes une vraie combattante. J'ai marché de Châteauroux jusqu'à là en criant, en parlant, en passant des messages avec les enfants. Le bébé est bien né. Le bébé est bien né, il a 8 ans aujourd'hui. Il a 8 ans aujourd'hui. Donc, pour vous dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel, qui est vraiment fort. Voilà. Je vais revenir à Fumu Kimbangu, parce que c'est vraiment lui qui nous a portés au sein du RCK, au sein du combat. Peut-être aujourd'hui, certains ne le voyaient plus comme ça, mais ça a été quand même, je vais donner une autre anecdote, on a fait une manifestation sauvage, on appelle ça aussi, parce qu'on n'avait pas d'autorisation, sur l'avenue des Champs-Élysées. D'accord. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Et on a bloqué cette avenue de 14h à 21h. Waouh! Les médias français nous donneront d'ailleurs un séjour, ces archives, parce qu'ils y sont. Mais on a mobilisé toute une brigade de CRS, de policiers et autres. Et à la fin, il y avait un de nos frères qui avait la statuette, une de nos statuettes, notre art, qui était pointée de plusieurs clous. Dessus. Et les policiers voulaient le prendre parce qu'ils disaient que c'était une arme. Donc je me suis engagée parce qu'on nous faisait rentrer dans les camions à tour de rôle pour nous faire évacuer l'avenue des Champs-Élysées. Et le monsieur a dit non, je ne donne pas cette statuette, c'est à moi, ça fait partie de ma personne, ce sont mes anciens, ce sont mes dieux, je les garde avec moi. Et ça, il y a eu une bataille entre lui et les policiers. Et à un moment, je suis venue, j'ai interpellé, j'ai dit non, monsieur, donnez-moi, je vais le garder. Ils ont vu que c'était une femme, ils m'ont dit que j'étais inoffensive, donc j'ai dit je vais le garder, t'en faites pas. J'ai dit à mon frère, vas-y, je vais le garder, on se retrouvera, je te rendrai ta statuette. Et le monsieur, j'ai dit au policier, je dis mais vous savez, il me dit madame mais ça c'est dangereux, en plus il y a des clous qui sont enfoncés là-dedans. Je dis monsieur essayez d'enlever une des clous. Le policier a essayé de toucher, a essayé d'enlever, il n'a pas réussi. Je dis vous n'arriverez pas à enlever ces clous-là. Ces clous-là se dégageront de cette statuette si vous nous attaquez. Mais tant que vous gardez votre position de protecteur, ces clous-là ne vous feront aucun mal. Donc, et ça a été quelque chose qui nous a porté longtemps, nous, dans ce combat de la diaspora, en France en particulier, parce qu'on avait des personnalités, je vais citer certains noms, comme Zai, qui était vraiment quelqu'un qui, quand on a fait une marche, les policiers étaient devant nous, et il a dit « laissez-moi passer devant ». Et vous verrez qu'ils vont s'écarter. Et il est passé devant tout le monde, devant des milliers de personnes, il est passé devant, et les policiers se sont écartés. Wow. Donc on a eu des miracles comme ça qui se sont faits ici, qui ont fait qu'on ne pouvait que croire en Fumu Kimbangu. Vous ne pensez pas écrire un livre? J'ai pensé. Vous laissez les écritures? J'ai commencé moi-même des fois parce que j'aime écrire, j'aime l'écriture, à écrire, mais à chaque fois j'ai pas. En fait, on ne peut pas faire tout. Donc je pense qu'il y a eu des journalistes, il y a eu des écrivains parmi nous qui nous ont suivis, qui ont participé à ce combat, qui devraient effectivement écrire. Et je serais prête, d'ailleurs, votre émission est aussi un support de certaines de ces anecdotes. Absolument. Et effectivement, il faut écrire parce qu'on nous condamne souvent, nous les Africains, de ne pas beaucoup lire, de ne pas avoir des écritures. Mais je rappelle, et je pense que ça, c'est une autre mission qui m'appartient aussi, ou qui appartient à tout Congolais, c'est d'aller aussi chercher les écritures, parce qu'il y a eu des écritures. Il y a eu des écritures. Il y a eu des écritures, et je parle surtout de Fumu Kimbangu. Il y
y a eu des écritures. Donc nous devons rechercher ces écritures et aujourd'hui les mettre. Et d'ailleurs, je lance un appel au musée qui va être inauguré à Kamba le 6 avril 2021. Et j'espère retrouver beaucoup de livres, beaucoup d'écritures. Donc vous partez pour la RDC? Oui, nous serons le 6 avril à Kamba. Tout à fait, pour l'inauguration du musée et aussi pour accomplir cette prophétie qui aura 100 ans. Ça fera 100 ans que Fumu Kimbangu a dit « Banabila Kaba Kozonga ». Ce n'était pas pour rien. Et nous avons, nous, le RCK, nous sommes revenus. Tout à l'heure, vous parliez que vous aviez peur de nous voir au Congo. Mais nous oui, sommes allés au Congo en février dernier. Parce que quand même, vous êtes tout le temps sur le terrain, vous abordez des grands politiques de ce monde. Je pense que justement, cette détermination, cet amour qui nous a habités pendant tout ce combat, cette force qui nous a soutenus, nous a permis de retourner chez nous. C'est vrai que l'ennemi est toujours là, l'occupation est toujours là, mais l'envie d'arriver chez nous était plus fort que la peur que notre voyage peut susciter. Mais on sait qu'on a été observé, on sait qu'on a été suivi, on sait qu'il y a eu effectivement des gens qui ont essayé de bloquer certaines de nos démarches administratives. Nous étions partis pour nous implanter en tant que parti politique et le premier voyage, en fin de compte, n'a pas donné le résultat estompé parce qu'il y a eu effectivement des crocs en jambes qui ont été mis de façon à nous bloquer cette possibilité. Mais c'est notre pays. Le Congo nous appartient. Ça, je l'ai toujours dit. Il m'appartient, il vous appartient, femme de charisme. Et je pense que personne, qui que ce soit, ne peut nous l'empêcher. Personne ne peut nous l'arracher de ce beau Congo. Très intéressant. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, peut-être, mais aussi faire des conférences pour réveiller les mémoires, réveiller les consciences et surtout les enfants qui naissent ici. Voilà, parce qu'on a l'impression parfois de ne pas... Nous sommes Congolais ou Congolaises, mais on se sent un peu orphelin ou orpheline. Voilà, on regarde le Congo de loin et puis on se dit, voilà ce qui se passe là-bas. On ne se sent pas forcément dans l'âme du Congo. On sait qu'on est Congolais, mais je crois qu'il est temps vraiment, par rapport au RCK, comment dirais-je, de sortir un petit peu de votre zone de confort, c'est-à-dire vraiment d'impacter, de faire des conférences, pourquoi pas, en France, voilà, et pourquoi pas national, international, pourquoi pas mondial, parce qu'il y a des enfants qui naissent et qui n'ont pas justement tout ce que vous nous dites. C'est pour cela que Femme de Charisme veut révéler toutes ces choses-là, parce que sinon, ça risque d'être gardé. Moi, j'ai ma fille qui est avocate, mais qui peut-être ne connaît même pas l'histoire du Congo. Elle y est allée une fois, elle m'a dit, maman, j'ai l'impression d'être chez moi. Oui. C'était la première fois. Elle m'a dit, c'est les meilleures vacances que j'ai jamais eues. Qu'avons-nous fait au Congo? Peut-être pas grand-chose, mais elle s'est promenée dans les rues. Elle a regardé, elle s'est dit, voilà. C'était son identité qui était au complet. Donc, on reviendra là-dessus. Tout à fait. Passons à notre deuxième volet, femme de charisme. Vous êtes maman. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous parler en tant que femme, non seulement femme congolaise, mais une femme qui se lève au milieu des hommes, parce que très souvent, ce sont des combats d'hommes. Oui. Je pense que nous aurons l'occasion de recevoir le président Sali. Ce sont des combats d'hommes. Voilà, des courages d'hommes. Alors, quels sont les obstacles en tant que femme que vous avez rencontrés? Quelles sont vos luttes ou vos peurs? Vous êtes quand même maman. Vous vous exposez, on peut vous arracher la vie, on le voit aujourd'hui, on peut vous arracher la vie. Qu'est-ce que vos enfants ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent? Voilà, ça c'est là où on retrouve cette femme de charisme, parce que vous mettez votre vie en danger pour une nation, pour votre nation, pour notre nation, si je peux le dire comme ça. Mais j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent puissent savoir réellement ce que nous, on ne voit pas. Voilà. Vos luttes. Ce que vous ne voyez pas. Oui, parce que qui ne se voit pas, effectivement. Non, mais parce que je suppose que tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Vous n'êtes pas forcément tranquille, vous êtes exposé. Il y a votre vie. Mais derrière ça, il y a bien des luttes, il y a bien des combats. Il y a bien que, même si les Congolais sont contents d'avoir Maman Congo, puisque c'est l'un de vos surnoms, vous avez dû rencontrer beaucoup de difficultés sur votre chemin, sur votre parcours. Tout à fait. Effectivement,
c'est vrai qu'on ne met pas forcément en avant et c'est pas déjà mon trait de caractère. J'ai toujours été quelqu'un qui souffre à l'intérieur et qui ne montre pas à l'extérieur, parce que je me dis qu'une phrase que je retiens de mon fils, mon deuxième fils, c'est que tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Donc j'ai toujours revêti cette phrase comme une veste un manteau qui me garderait du froid. Et en même temps, je pense que c'est vrai que les Congolais doivent savoir, parce que au niveau des réseaux sociaux, surtout, on a eu beaucoup à me critiquer, à parler de ma vie comme si les gens me connaissaient, à me prétendre des histoires et des histoires par-ci, à vous manquer du respect. À me manquer de respect, c'est vrai. Mais je pense que ça fait partie quand même de notre comment dire. C'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on s'est mis publiquement. Et je rappelle aux Congolais et à vous-même, je ne suis pas mis publiquement volontairement. C'était vraiment quelque chose, un appel qui s'est fait. Et d'ailleurs, au tout début, je me rappelle, je fouillais les caméras. Je pouvais dans la marche passer les messages, mais quand il y avait une caméra qui venait vers moi, je fouillais ces caméras parce qu'effectivement, j'ai des enfants, j'ai une vie privée et je ne voulais pas forcément l'exposer aux yeux de tous. Mais c'est vrai que le sexisme, il existe, hein, surtout chez nous, les femmes, les hommes congolais, les hommes africains, ce sont des machos. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, le plus tendre des hommes, le plus bienveillant des hommes, reste toujours un macho. Et qu'une femme, surtout une femme qui a grandi ici, une enfant comme on dit, qui vient, qui se tient devant des papas, des mamans, des tontons, des tantines et qui ose parler. Voilà. Ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai eu beaucoup d'attaques, j'ai eu beaucoup de personnes qui... Est-ce qu'on vous a traité d'une femme indécente? Il y a eu tout ça, on vous a souvent scandalisé même, ça a été très loin, ça a été très blessant. Nous, en tant que femmes, en tant que mères, on a pu vivre ça. Vous avez été très scandalisés. Tout à fait. Comment vous le vivez tout ça? Je sais pas. Est-ce que ça fait partie de votre force? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que s'il n'y avait pas justement ce côté qui essaie de me détruire en quelque sorte, je ne pourrais pas mieux mener mon combat. Mais est-ce que justement ces personnes-là n'ont pas compris non, ils n'ont pas compris votre combat? Ou alors peut-être on parle très peu de vous. Oui. C'est vrai qu'on parle plus de vos combats. De mon combat. Mais pour qu'il y ait ces combats, il y a bien vous existez à part entière. Tout à fait. C'est vrai que moi aussi, spontanément, j'ai du mal à parler de moi en privé. Je parle de moi dans la vie publique, dans le combat. Mais c'est vrai qu'en privé, je suis quelqu'un qui est très sensible. Même si ça ne paraît pas comme ça, je parais être très forte. Et je pense que c'est cette force. Des fois même, je me dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait forte? Des fois, voilà, pas forcément. Oui, pour ce combat, maintenant j'ai la réponse, effectivement. Comme vous le dites, j'ai la réponse. C'est vrai. Mais longtemps, des fois, je me retrouve derrière les rideaux, à pleurer des fois, à prier, à me dire, mais Dieu, pourquoi est-ce que je vis ça? Ce combat a Est-ce qu'il y a des grands moments de solitude? Oui, parce que ce combat, quand même, ça c'est une première, je vais le dire, à femme de charisme, m'a anéanti administrativement, m'a anéanti socialement ici, parce que on n'a quand même pas seulement combattu Kabila, on a combattu les multinationales. Tout à fait. Qui dit multinationales, Areva, Total, Samsung, toutes ces grandes multinationales françaises qui, eux, ont aujourd'hui leur renommée que grâce à ce qu'ils prennent au Congo. Exactement. Donc nous avons percé cela à jour, nous l'avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été nos propres médias. On a été la voix des sans-voix et on a porté tous ces dossiers au grand jour. Et nous savons que ces multinationales ont le bras très long. Ce sont souvent des patrons qui lisent les députés. Hein. On croit qu'en France, on a une élection démocratique, mais ce n'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Les choses sont choisies. Tout à fait. Là, on voit cette liberté totale de voter qui on veut. On nous met celui qu'on a choisi et on vote ce qu'eux, ils ont choisi. Donc c'est vrai que ces patrons-là, qui ont les bras longs, qui ont des emprises sur l'administration française, ont personnellement, pour moi, détruit une partie de ma vie administrative ici en France. J'ai vécu pendant plusieurs années dans une situation précaire, comme on dit. Mais dans le combat, j'étais à part entière parce que c'est ma vie, c'est mon destin, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est vrai que j'ai vécu dans une précarité assez forte qui a fait que dans les coulisses,
ben, je me disais, mais mon Dieu, mais il faut que j'arrête. Parce que je suis en train de m'enfoncer administrativement et socialement, alors que j'aurais envie de pouvoir m'évoluer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait mes études ici, je suis en capacité d'avoir un travail avec une très bonne rémunération, chose que j'ai eue pendant un certain nombre d'années. Et le combat m'a tout fait perdre, entre guillemets. Mais pour moi, c'est pas une perte. C'est un peu difficile à dire et c'est un peu aussi ce côté que je sens que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Oui, parce que c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément d'accord avec mes enfants, avec ma famille. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, certains commencent à comprendre, notamment ma famille. Mais longtemps, ils se disaient, mais arrête de faire ça, tu as ta vie, tu peux... Sois une femme normale, dans les fourneaux, dans la cuisine, fais la sémoule. Même pas forcément la sémoule, parce que depuis toujours, j'ai toujours été une femme qui travaillait active, qui avait toujours du moins des postes à l'équivalence de mes compétences. Et donc, on me disait, mais reprends le travail, ou continue dans ton travail, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta famille. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue? Qu'est-ce que tu vas suivre le RC4? Qu'est-ce que tu vas suivre Jean-Martin Sali? Qu'est-ce que tu vas suivre? Ils t'ont envoûté là-bas au RC4. Ah les seuls qui sur Basale Laringa, c'est de me faire voir la vérité. Yes. La vérité de mon destin. Yes. Voilà. Yes. Donc je pense que c'est vrai que c'est des choses qui sont très sensibles, dont je n'aime pas forcément parler, parce qu'il ne faut pas non plus donner à l'ennemi de quoi le bateau pour faire battre. Donc ça reste un terrain encore très privé, mais sachez que ça au contraire éveillé en moi encore plus de force. Je me suis dit un jour, mais qu'est-ce qu'a ma petite personne pour qu'on s'acharne administrativement autant sur moi? Parce que j'ai eu un acharnement administratif. Moi je pense que vous êtes une étoile. Si vous le dites. Vous êtes une étoile qui brille. Vous êtes une étoile et on n'attaque que les étoiles. Voilà. Et c'est ça qui m'a redonné la force de continuer en fin de compte. Malgré cette précarité, je me suis dit, il faut que je continue. Je suis pas tombée si bas pour rien. Je me relève. Et la seule façon de me relever, de donner raison à tout ce sacrifice, c'est de continuer le combat et d'arriver jusqu'au bout. Tout à fait. Est-ce que vous conseillerez aux femmes de s'engager en politique? Ah, énormément, oui, complètement. Alors vous le dites avec force. Complètement, oui. Oh la main. Parce que je pense que, au-delà de dire que la femme est le berceau de l'humanité, au-delà de dire que la femme porte, une femme sage bâtit sa maison, sa nation, au-delà de dire que une femme éduquée éduque toute une nation. Exactement. Mandela a dit ces choses. Tout à fait. Ne pas avoir une femme dans le rang politique, c'est tout perdre. Et d'ailleurs, je ne suis pas contre les hommes, au contraire, j'en accompagne un qui est notre président, mais l'homme a fait son temps. L'homme a fait son temps dans la politique, aussi bien congolaise qu'internationale. Et on voit où l'homme nous a amenés aujourd'hui. Si le monde va vers sa fin, c'est parce que quelque part, l'homme a raté quelque chose, ou a fait des erreurs, ou s'est trompé, ou a mal géré. Donc je pense qu'il est temps... Vous parlez de l'homme avec un petit H. Oui, l'homme avec un petit H. L'homme au masculin. Ah, Mibali. Mibali, tout à fait. Voilà, donc je pense qu'il est temps que la femme reprenne sa place. Elle peut être aux côtés de l'homme, elle peut être à l'avant de l'homme, mais sa place est là. Et la politique est un pilier pour faire justement de redonner à la femme l'envie de reprendre sa place. On vous qualifie comme une guerrière. Vous l'acceptez? Je l'accepte. Une véritable guerrière. Je suis une guerrière. Je pense que quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu faire l'armée. Je voulais déjà faire l'armée avant. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis engagée. À l'époque, c'était obligatoire ici en France. Donc je me suis engagée. J'ai été faire mes 3 jours à Blois en cachant à mes parents que j'étais partie dans des sorties scolaires alors que j'avais été à Blois pendant 3 jours. J'ai fait mon service militaire. Enfin, j'ai fait mes 3 jours de recrutement dans l'armée de l'air. Et malheureusement, après, il faut revenir, il faut que les parents signent, il faut voilà. Et ça, c'est là que les parents ont refusé. Et donc, je n'ai pas pu faire mon service militaire. Mais c'est quelque chose que je me suis toujours vue comme un soldat. Prêt à me battre. Et d'ailleurs, j'étais à l'époque, mes amis qui me connaissent de mon instant, j'étais très musclée, j'étais très sportive. Oui, je faisais du handball, je faisais de la boxe taille, je faisais de l'athlétisme. Donc, ce qui fait que d'ailleurs, mes amis m'appelaient Musclor ou m'appelaient Sangoku parce que j'avais quand même une carrure assez musclée. Donc, ça fait que j'ai toujours été dans la force, en fin de compte, dans cette posture
de battante, de guerrière, hein, si on peut dire ainsi. Et c'est vrai que oui, je suis guerrière et je pense que je le resterai toujours. Donc vous encouragez les femmes à se lever, à se lever pour la nation, à ne pas simplement venir en Europe et puis s'installer et puis plus rien après. Non, je pense que l'Europe s'essouffle. L'Europe est en train de s'essouffler. On arrive presque à la fin de notre émission. Je crois que nous aurons d'autres choses à dire encore. Je pense que Madame Blandine Diafitois reviendra nous voir parce qu'il y a tellement de choses à ouvrir. Quels sont les projets d'avenir du RCK? Alors, les projets, on va revenir sur mon RCK. Parce que nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. On voudrait savoir un petit peu votre feuille de route. Parce que c'est vrai qu'au temps où vous étiez combattant, on avait l'impression que bon, c'est des gens qui font du bruit. Voilà, hein, Batamakelele, tout ça. Et des gens qui se bagarrent à gauche, à droite. C'était un petit peu l'image qu'on se donnait des combattants. Mais aujourd'hui, vous êtes un parti politique à part entière, bien établi. Et je ne rentrerai pas dans ce sujet très politique parce que j'ai l'impression vraiment que le RCK soutient le président Fachi. Vous êtes avec le président Fachi. Hein, et on aura d'autres dossiers à parler avec le président lui-même d'ailleurs. Mais quels sont vos projets? Si aujourd'hui une personne a besoin de s'engager au sein du RCK ou alors être tout simplement un donateur, nous avons besoin de savoir, voilà, le RCK 2021. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le calendrier. Le calendrier, la feuille de route. Donc, 2021, le RCK, donc, comme vous venez de dire, nous sommes un parti politique en gestation. Pourquoi je dis gestation? C'est le terme pour dire effectivement que nous sommes dans la procédure pour concrétiser notre parti. Tout simplement parce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, il y a tout un protocole pour avoir la signature du ministre de l'Intérieur et avoir cette apposition d'agrémentation de parti politique. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette gestation pour devenir un vrai parti politique en termes administratifs, je parle bien. Mais en termes d'activité, nous œuvrons déjà comme un parti politique. Et les activités que nous projetons dans l'année 2021, je vous ai parlé tout à l'heure de notre voyage à Kamba le 6 avril 2021. Mais notre feuille de route, nos projets, c'est quoi? C'est que le RCK s'implante pas seulement à Kinshasa, mais dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Au sein même du RCK, nous avons des membres qui sont issus de chacune des régions de notre beau pays, ce qui va nous faciliter effectivement de pouvoir nous étendre, puisque nous avons les 5 ou les 4 langues nationales au sein du RCK. Quel est le projet du RCK ensuite? C'est également de faire le travail que nous avons fait ici. Nous n'avons pas fait que casser, nous avons fait une prise de conscience. Tout à fait. Nous avons fait un éveil patriotique. Absolument. Et c'est ce patriotisme-là qui manque en République démocratique du Congo. Particulièrement, mais en Afrique en général. Nous allons refaire ce travail d'éveil patriotique, montrer aux Congolais qu'est-ce qui est le patriotisme, qu'est-ce qui est le sens du patriotisme, c'est-à-dire aimer sa patrie au-delà de tout. Un patriote est celui qui se sacrifie pour sa nation, au détriment de sa propre vie. Ça, le Congolais l'a oublié parce que nous avons eu des patriotes sacrificateurs en République démocratique du Congo. Mais cette nouvelle génération de 1980, on va dire 1970 jusqu'à aujourd'hui, a perdu ce sens du patriotisme. Donc nous allons réenseigner, si je peux me dire ainsi, même si c'est vrai que les Congolais de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo n'aiment pas trop que la diaspora vienne leur donner des leçons. On ne vient pas forcément leur donner des leçons. Mais nous sommes Congolais à part entière. Donc nous avons une mission tout autant, même si nous avons quitté notre pays, mais nous avons cette vocation à tout justement réenseigner le patriotisme chez nous. Quels sont les projets du RCK? C'est de créer un centre de formation. Un centre de formation qui va pouvoir permettre aux enfants ou aux familles les plus démunies de pouvoir donner les possibilités à leurs enfants de trouver un travail. D'accord. Que va faire le RCK en plus de cela? C'est de créer également des écoles qui accompagneront ces centres de formation. Quand je parle d'écoles, c'est dans des écoles privées. Nous avons à l'image ici de la diaspora des écoles publiques, mais nous avons également des écoles privées. La plupart des parents qui veulent que leurs enfants ont une réussite extraordinaire placent leurs enfants dans des écoles privées. Il faut des moyens. Et chez nous, malheureusement, en République démocratique du Congo, ces écoles privées sont sous le monopole des Occidentaux. D'accord. Nous voudrions maintenant créer des écoles semi-privées. Pourquoi semi-privées? Parce que leur destinée, leur vocation, c'est d'être destinée aux familles démunies. Est-ce que le gouvernement est derrière vous?
Gouvernement Nous avons ce projet, nous le présenterons au gouvernement, de façon à ce qu'effectivement, il y aura une part de contribution du gouvernement actuel. Vous parliez tout à l'heure que nous soutenions le président Fachi. Oui, effectivement, nous soutenons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous le soutenons? Tout simplement parce qu'il est l'aboutissement de ce combat de la diaspora. Même s'il est l'un de ces combattants aussi de la diaspora, mais il est aussi l'émanation de cette détermination que nous avons mis à chasser le régime, l'ancien régime. Et donc, je pense qu'il est à même de comprendre les besoins, d'accompagner les projets du RCK, puisque ce sont les projets qui vont dans le sens de cette lutte que nous avons menée ici dans la diaspora. Est-ce que justement le président Fachi reconnaît votre travail? Parce que le soutenir, c'est une chose. C'est une chose. Mais cette reconnaissance qui, quelque part, peut vous emmener à vous dire, nous ne faisons pas ça pour rien, parce que le président Félix Tshilombo est un enfant de la diaspora. Son épouse, Denise, est une femme de la diaspora. Je crois réellement que Femme de Charisme aura rencontré Maman Denise, comme on l'aime bien l'appeler affectueusement, mais je vois souvent même dans ces émissions honorer des grandes dames du Congo. Je crois que le temps est arrivé d'honorer les femmes de la diaspora, parce que quelque part, si le Congo est ce qu'il est, parce que le RCK et peut-être tant d'autres, des femmes telles que vous vous êtes levées au prix, au sacrifice de vos vies. Mais est-ce que le Congo, le président Fachi, on lance un appel? Parce que nous ne voulons plus rester à l'ombre. Le résultat est là. Oui, on vous a vu avec le président Sali vous battre avec toute l'équipe. Mais est-ce que le Congo peut vous dire un merci? Un jour faire quelque chose? Parce que vous soutenez, vous avez toujours soutenu. Même si ce n'était pas Fachi, vous aurez soutenu une personne avec des idées, une feuille de route qui en vaut la peine. Mais est-ce qu'il y a une reconnaissance face à cela? Alors c'est vrai que c'est la question que beaucoup nous ont posée, beaucoup s'attendaient à ce que, aux nominations de gouvernements ou autres. Mais oui, qu'on voit Premier ministre, Madame Blandine, un membre du RCK dans un de ses postes. C'est vrai, beaucoup l'attendaient. Nous-mêmes, sans vous cacher, nous attendons également. En tout cas, moi j'y crois. Puisque nous sommes dit qu'effectivement, nous avons mené un combat, pas forcément dans la même forme, mais pour le même fond. Absolument. En parallèle avec l'UDPS et aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Le soutenir, c'est pas forcément pour obtenir quelque chose. Le soutenir, c'est parce que, comme je le dis si souvent, on ne peut pas se tirer soi-même une balle dans les jambes. Aujourd'hui, si ça aurait été un autre fils du pays, ça aurait été la même démarche. Exactement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émanation de la lutte, de la détermination que nous avons mis dans cette diaspora. Puisque nous avons lutté à l'extérieur pendant des années, mais maintenant il faut lutter de l'intérieur. Et si nous ne soutenons pas ce fils du pays qui est à l'intérieur, pour nous permettre, je veux dire quelque chose peut-être que je n'ai jamais dit, peut-être que le président Félix va l'entendre aujourd'hui, pour nous c'est un tremplin. Il est un tremplin. Parce que la continuité de la hiérarchie congolaise des fils du pays, des filles du pays, doit continuer au-delà du président. La bataille continue. La bataille continue. Nous n'avons pas libéré totalement notre pays. On n'a pas encore gagné la guerre. Non, nous n'avons pas encore gagné la guerre. Et la guerre est longue et difficile. Et donc, effectivement, le fait de ne pas être forcément dans les premières lignes du gouvernement de M. Félix n'est pas pour autant une gêne pour nous, le RCK, parce qu'on a une mission qui va au-delà de cela. Et d'ailleurs, je salue Mme Denise Nyakeru Tshisekedi par toutes les œuvres qu'elle accomplie en République démocratique du Congo, puisqu'effectivement, on ressent dans ses œuvres, dans ses actions, qu'elle a du cœur. Qu'elle a du cœur. Est-ce que le cœur suffit? Voilà, c'est exactement la question que j'allais poser. Est-ce que le cœur suffit? Après, il faut effectivement forcément peut-être s'entourer des personnes qui ont des projets qui portent à long terme. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne peux pas m'avancer à ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, nous serons amenés, je le sais, le Congo et notre terre nous seront amenés à nous rencontrer. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Et encore, quand le monde tourne, les montagnes aussi peuvent se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Donc nous serons amenés à nous rencontrer avec Maman Denise et nous aurons à échanger sur les différents projets qu'elle peut avoir, République démocratique du Congo, et que nous, le RCK, nous avons. Un dernier projet encore, quand on parle du RCK, les élections vont avoir lieu en 2022. Oui. 2023. Le président se présentera, le président Sali se présentera en République démocratique. Donc il y a une campagne qui se prépare. Donc nous allons lancer la campagne là, à notre arrivée le 6 avril, pour effectivement nous implanter un peu plus à Kinshasa, un peu plus en République démocratique du Congo, de façon à faire entendre notre voix, à faire entendre notre idéologie, cette idéologie de dire que Banamboka, il est Tambino Mokobozala,
acteur. Il est temps bino moko simba bende le bo tambola bo bana bilaka ba telema. Bana bilaka papa fumo kimbango loba ki bango. Basi bazongi ba le sangana na ba bino botikalaki. Ça rejoint un petit peu une parole de la Bible où la Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils. Tout à fait. Alors je crois que vous touchez à une de ces paroles. Mais Kimbangu, qu'est-ce qu'il a réellement fait pour le Congo, pour que le RCK justement... Kimbangu, mis à part cette prophétie de Bilaka, comme on dit, parce qu'il était aussi un homme politique. Un homme politique, un homme fort. Ceux qui ne savent pas, c'est que Simon Kimbangu était déjà en Belgique avant même qu'il y ait la table ronde. Beaucoup ne le savent pas. Il était déjà venu ici pendant qu'il était en prison. Parce que Tobo Sanaté, n'oubliez pas que Simon Kimbangu a été empoisonné pendant 30 ans de sa vie. Ah oui. Et pendant 30 ans de sa vie, pendant qu'il était en prison, il faisait des apparitions. Et avant que la table ronde ait lieu à Bruxelles, en Belgique, Fumu Kimbangu est venu voir le roi des Belges. Et lui a dit, tu dois donner cette indépendance au peuple congolais. Si tu ne donnes pas, tu verras ce qui arrivera. Donc, pour te dire qu'il a toujours participé à la vie politique, parce que c'était ça, en fin de compte, sa mission. C'était de rétablir une puissance, un pouvoir politique en République démocratique du Congo suffisamment fort pour faire asseoir la spiritualité congolaise et africaine. Voilà, juste pour rebondir sur ça, parce que je pense que les gens ne connaissent pas Fumu Kimbangu. Moi, je ne le connais pas, je le ressens. C'est un peu différent. Parce que connaître son histoire, on peut le lire, on peut l'entendre, mais si on ne le ressent pas au fond de soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu au fond de soi que cet homme-là a été à la hauteur de Gaulle, qu'on parle ici en France, de Gaulle, il a été à la hauteur de Jeanne d'Arc, il a été à la hauteur de Maman Thérèse, il a été, Maman Thérèse ici, la chrétienne, il a été à la hauteur de Madame Thatcher, il a été à la hauteur de François Mitterrand, il a été à la hauteur de tous ces hommes-là en un seul homme. Donc c'était quand même un homme qui est aujourd'hui à glorifier, à honorer et surtout à pas célébrer, je dirais, à être ses serviteurs. Moi aujourd'hui je me sens serviteur de Fumu Kimbangu. Donc là où sa volonté, sa puissance m'amènera, c'est là où j'irai. Et c'est ça qui m'a toujours porté, en fin de compte, sans le connaître, sans avoir été kimbanguiste, sans avoir lu ses livres, c'est toujours ça. Parce que je me rappelle aussi longtemps que je me rappelle quand j'étais petite, je pense qu'on a tous fait ces rêves-là d'enfant, où on se sent menacé dans ses rêves et on court derrière quelqu'un, devant quelqu'un pour s'aider. Et moi, je voyais toujours un homme, un grand homme habillé en blanc, assis. Et quand je courais vers lui, le mal reculait derrière moi. Et j'ai toujours qualifié cette image, cette vision de mon grand-père, parce que mon grand-père était un homme grand et imposant. J'ai toujours cru que c'était mon grand-père. Mais en réalité, aujourd'hui, de plus en plus, je me rends compte que c'était Fumu Kimbangu qui m'apparaissait. Il vous habite, ce monsieur? Il m'habite. Spirituellement parlant, il m'habite. En tout cas, merci. Nous aurons à développer d'autres thèmes par rapport d'ailleurs à la spiritualité, par rapport à la spiritualité du Congo. On a beaucoup parlé de Simon Kimbangu. Aujourd'hui, est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont autant engagés dans la vie politique? Parce que Simon Kimbangu, autant il était un homme très spirituel, profondément spirituel, autant c'était un homme engagé pour sa nation qui s'est levé. Je tiens vraiment à te remercier pour m'avoir choisi pour cette émission. Et toutes les bénédictions que tu viens de dire aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui me touche, qui me va droit au cœur. Parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la spiritualité. C'est pas pour rien. On a fait quelques années, des années où on ne s'est pas vu. Tout à fait. Et là, c'est encore le Congo qui nous appelle, qui nous rattrape, tout à fait. Et donc, ça fait que c'est encore à la hauteur du spirituel. Tout à fait. Sans ce spirituel-là, on ne serait pas là. Et je pense que Fumu Kimbangu, on n'y est pas pour rien. Toi, aujourd'hui, tu es femme de charisme, pasteur, qui porte Jésus-Christ en toi et qui le défend et qui l'honore et qui le glorifie. Mais tu connais la puissance et l'importance de Fumu Kimbangu. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je salue parce que peu de pasteurs congolais le savent et peu de pasteurs congolais en parlent. Donc moi aussi, je te renvoie mes fleurs. Merci beaucoup à toi. Continue d'être comme tu es. Et on va finir par l'actualité. L'année 2020 a été une année extrêmement difficile, mais aussi
en même temps une année qui nous a beaucoup enseigné. Mais nous avons vu ce qui est arrivé aux États-Unis avec ce mouvement Black Lives Matter. Ce jeune homme qui a été, il n'y avait pas que lui, mais en tout cas, au travers de sa vie, beaucoup d'associations de nouveau se sont levées. Nous avons vu même des chefs d'État africains être indignés de ce qui se passait aux États-Unis. Bizarrement, les mêmes choses se passent en Afrique, sans pour autant les mêmes chefs d'État se réagissent. Tout à fait. Alors, et là, c'est tout justement ce problème-là. C'est pour ça d'où la création de la souveraineté panafricaine, puisque l'objectif aussi, un des objectifs de ce mouvement, c'est de créer des élites panafricains de façon à aller prendre le pouvoir dans chacun de nos pays. Parce que je pense que la plupart des présidents ou pseudo-présidents, si je peux dire ainsi, qui sont dans nos États africains, ne sont pas des vrais panafricains. Ils ne sont même pas des vrais présidents, des vrais natifs de leur pays, de leur propre pays qu'ils gouvernent. Oh. C'est-à-dire que... Encore là, un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est vrai, qui est plus pointilleux. Mais pour dire en gros, pour résumer, c'est-à-dire que Toza Batumwindu, on a cette peau qui souvent a été insultée, qui continue à être insultée, maltraitée partout dans le monde. Pas seulement aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, ça a été une révélation. Enfin, une révélation, ça a été, je veux dire, quelque chose qui est revenu sur la page, si on peut dire ainsi, parce que maintenant, on n'en parle plus du Black Lives Matter. Malheureusement, c'est juste un mouvement qui se lève et puis on oublie. Et voilà, qui retombe. Mais cette lutte-là, c'est des luttes que des hommes et des femmes nombreux ont fait pendant plusieurs de leurs années. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces présidents qui s'élèvent, je prendrai l'exemple encore plus concret du Charlie Hebdo, où on a vu des présidents africains se déplacer, venir dans le cortège et pleurer pour... C'était un peu scandaleux aussi. Parce alors que de l'autre côté, quand on regarde en Afrique, tout ce qui se passe, tous les milliers de morts, voire les millions de morts qu'il y a, on ne voit pas ces mêmes présidents déjà comme éviter ces morts. Abeni, qui s'est déjà levé pour faire ça. Personne ne s'est quasiment levé pour faire ça. Pourquoi? Parce que il y a cet effet un peu d'aliénation de colonisateurs. La plupart de ces présidents ont encore cette aliénation des colons. En Iran, il faut au katabalien. Les mauvais liens. Donc ce cordon ombilical n'appartient qu'à la mère, il n'appartient pas à d'autres nations. Ah, donc c'est un appel aux femmes. C'est un appel aux femmes. Et les femmes doivent se lever parce que le cordon ombilical, mais on a une mission pendant que l'enfant était dans notre ventre, c'est-à-dire de l'enseigner, de lui donner le meilleur de nous-mêmes à l'intérieur de notre ventre. Donc je pense que mouvement Oyaba Black, moi je me suis toujours battue pour cette peau. J'ai été insultée, je me rappelle quand je suis venue ici, je pense que tu as vécu la même chose, femme de charisme, il y avait la Noiraude à l'appareil qui passait à la télévision à l'époque. Et la Noiraude à l'appareil, on le montrait vivement que c'était des noirs, on l'avait déformé, caricaturé, et on montrait ça à des enfants de 5, 6 ans, 7 ans, des enfants de maternelle presque. C'était déjà une façon de dire aux enfants que ces gens-là sont des sous-hommes. Donc c'est toute une éducation. Maintenant, c'est à nous d'éduquer dans l'autre sens, de montrer à nos enfants, ou même à nos papas et nos mamans, nos grandes sœurs et nos grands frères, que nous sommes aussi supérieurs que ceux-là qui croient qu'ils sont supérieurs. Na prophétie à Kimba ou Baloba qui bisbango bakosala 1 quart, biso tosala 3 quarts. Biso pour Somoindo, tosala 3 quarts. Le blanc a fait son 1 quart qui a paru être des siècles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un volet où maintenant, l'homme noir doit s'affirmer, doit aussi reprendre sa place. Alors, on parlait de la femme, mais quand on parle de l'homme noir, il doit reprendre sa place. La nation africaine est l'une des premières nations qui a été mise dans ce bas monde. Et le Congo, j'en suis sûre, c'est ma conviction personnelle, que je ne fonce personne, a été le premier pays que Dieu a créé. Parce qu'il a tout mis dedans. Tout. Son cœur, sa sueur, sa force, son énergie, ses racines, il a tout mis dedans. Donc je pense que c'est encore, comment dire, c'est aussi pour ça que on doit vraiment se battre et reprendre notre place en tant que Noirs, en tant qu'Africains, dans cette sphère mondiale, parce que au vu aussi, vous avez dit l'année 2020 a été une année difficile, très difficile. Il y a eu le Covid-19, le coronavirus comme on dit, qui a tué beaucoup de personnes parce que c'était une maladie qui est arrivée d'un coup, parce que c'était une maladie, moi en regard politicienne, je dirais une stratégie qui a été mise en place. C'est des grands dossiers là. C'est des grands dossiers, je vais m'arrêter là. Mais juste pour rebondir sur ce Covid-19, aujourd'hui on entend qu'il y a un vaccin, aujourd'hui on nous fait
prendre le masque pour se protéger les uns des autres, garder la distanciation sociale pour ne pas contaminer l'un et l'autre de ce virus. Mais est-ce que vraiment, c'est vraiment un problème de maladie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière? C'est possible. Et plusieurs versions sont là. Plusieurs versions sont là. Et une version qu'on a entendue dès le commencement de ces virus, c'est que le remède se trouve en Afrique. Ah. Alors j'en appelle encore à ces présidents, pseudo-présidents ou vrais présidents comme nous avons en République démocratique du Congo, de regarder les remèdes dans notre pays, parce qu'on a dit le remède se trouve en Afrique. En Afrique. Alors où en Afrique et dans quoi en Afrique? Peut-être que la révélation nous sortira encore de Simon Kimbangu qui nous a laissé cet héritage. Van Abilaka. Charisme Talk Today arrive à son terme, mais ça ne sera pas fini. Je terminerai par vous demander, y a-t-il une femme sur cette terre, morte ou vivante, qui vous a inspiré ou qui est un modèle, sur qui vous, lorsque vous regardez cette femme, vous vous dites, voilà, ça c'est ce genre de femme aujourd'hui que je veux être ou que je veux suivre, ou du moins, je veux avoir des convictions. Est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai parlé de Mama Kimpavita parce que ça, c'est spirituel, mais une femme de terrain, je dirais Winnie Mandela. Winnie Mandela. Oui, ça a vraiment été une des femmes qui avait un charisme, qui avait une détermination, parce qu'elle a été suffisamment déterminée pour se séparer de Nelson Mandela, pour prendre un autre chemin, on va dire, que celui pour lequel elle avait été connue au départ. Et c'est une femme jusqu'au bout qui a gardé ce point levé. Ce point levé. Bout. Donc ça veut dire que le combat est là et la force est là. Alors, nous allons terminer ce temps. 2-3 mots pour vous. C'est quoi une femme de charisme? Aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qui se passe autour de nous, nous, les femmes, vous avez tout à l'heure fait appel aux femmes de se lever. C'est pour vous une femme de charisme. En 2-3 mots ou en un seul mot, c'est quoi pour vous une femme de charisme? Pour moi, une femme de charisme, c'est une femme qui s'assume. Dans toute sa diversité, qui s'assume et qui se met en avant. En tout cas, merci beaucoup Madame Blandine Diafitois, vice-présidente du RCK et présidente de la souveraineté panafricaine. On dit souvent derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et je crois que le président Sali est béni de vous avoir au sein du RCK. Et je crois que tous ces hommes du RCK vous portent. Il y a eu des combats, il y a eu des luttes, mais aujourd'hui, je crois que si Femme de Charisme a osé vous inviter sur son plateau, c'est parce qu'il y a un avenir et vous êtes véritablement un bijou pour nous, une étoile pour nous. Nous vous célébrons, comme on dit, hein. Nous vous célébrons. Il y aura d'autres femmes qui viendront, d'autres hommes aussi qui viendront, mais je voulais absolument marquer ce temps et, si je peux le dire ainsi, ma prière est que Madame Blandine Diafitois puisse être connue internationalement. Que ça ne reste pas quelque chose de la nation congolaise, mais que vous soyez une femme qui va inspirer les nations. Voilà, je terminerai par ce mot. Vraiment, nous avons eu ça à cœur. L'équipe de Charisme Talk Today, de Femmes de Charisme, a eu à cœur de vous célébrer en vous invitant à cette émission. Et je crois réellement que vous reviendrez et dans un avenir très proche. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Nous arrivons à la fin. Et merci à toute l'équipe de Charisme Talk Today, à toute la préparation, à toutes les personnes, l'équipe maquillage, l'habillement. En tout cas, nous vous remercions, tous ceux qui travaillent dans les coulisses. Et encore une fois de plus, merci au président Sali qui a permis que la vice-présidente du RCK puisse être parmi nous. Très prochainement, j'espère en tout cas que nous allons pouvoir recevoir le président lui-même. En tout cas, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.